consoeurs et confrères, messieurs, mesdames de l'assistance, bonjour. Au barreau de Port-au-Prince, nous faisons la promotion du savoir. Et pour mettre cette volonté à exécution, le bâtonnier Stanley Gaston a mis sur pied une commission scientifique, laquelle commission est responsable de la tenue de toutes activités scientifiques, parmi lesquelles les conférences périodiques. Aujourd'hui, nous sommes à notre 3e conférence. Elle sera articulée sur le thème « Nationalité haïtienne, intégration ou exclusion », un sujet d'actualité. Un sujet qui revient particulièrement à chaque fois que les questions électorales sont soulevées dans le pays. 3 éminents chercheurs vont nous entretenir aujourd'hui. Il s'agit de Maître Stanley Gaston, du professeur Maître Bernard Gousse et du sociologue Daniel Supplice. Sans oublier Maître Montferrier d'Orval qui va vous entretenir sur les propos de circonstance. Maître d'Orval, vous avez le micro. Dès l'élection et l'installation du bâtonnier Stanley Gaston, il a mis sur pied une commission scientifique. Et cette commission est chargée d'organiser toutes les activités et toutes les conférences sur le droit. La première conférence était sur les mères porteuses, quelle problématique juridique et éthique. La deuxième conférence était vraiment quelle constitution pour Haïti. Maintenant, la troisième, c'est la nationalité, intégration ou exclusion. Et nous avons pensé faire participer, parce que c'est le rôle du barreau. Le barreau est composé de l'élite juridique du pays. Donc, nous avons pensé sur des questions d'intérêt national et organiser de telles conférences, faire participer les gens au débat. Et c'est un sujet, la question de nationalité, c'est un sujet qui, des fois, on se prononce sur des questions, on ne sait pas ce qui c'est effectivement. C'est pourquoi on a fait appel à des gens compétents pour pouvoir se prononcer et vous faire participer, donner votre opinion sur cette question. Je dirais tout d'abord que la nationalité est un élément fondamental de l'existence d'un État. Elle découle parce que la population, un des éléments constitutifs de l'État, doit être composée de nationaux. Bien sûr, dans la population d'un État, il y a les étrangers. Mais ce n'est pas les étrangers qui servent de fondement à l'existence d'un État. Ce sont les nationaux. Les nationaux sont ceux qui possèdent la nationalité octroyée par l'État. Ils sont ainsi liés à l'État par un lien juridique, la nationalité. Selon les auteurs du droit international privé, comme Barty-Fol et Lagarde, cités par le professeur Pierre Maillère de l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne, dans son ouvrage Droit international privé, la nationalité est l'appartenance juridique d'une personne à la population constitutive d'un État. Les auteurs de droit constitutionnel définissent la nationalité comme le lien juridique qui unit une personne à un État. Cette définition des constitutionnalistes est partagée par les juristes internationalistes, surtout les juristes de droit international public. En effet, le professeur David Rousier enseigne que la nationalité est le lien juridique qui rattache une personne à un État. Il estime que non seulement les personnes physiques
mais également les personnes morales et des ensembles organisés se rattachant à des engins susceptibles de se déplacer, navires, aéronefs, satellites. Tous ces engins-là ont une nationalité. La Constitution haïtienne de 83, qui est abrogée et remplacée par la Constitution de 1987, définissait la nationalité comme le lien juridique unissant une personne physique ou morale à l'État. Elle disposait également que la nationalité des personnes physiques pouvait être une nationalité d'origine ou une nationalité acquise. La définition juridique de la nationalité s'oppose à la conception sociologique de la nationalité qui elle-même exprime le lien de l'individu avec une nation, c'est-à-dire une communauté de personnes unies par des traditions, des aspirations, des sentiments et des intérêts communs. On parle ainsi de la nationalité de fait par rapport à la nationalité de droit. Mais la nationalité de droit n'est pas un droit positif, la traduction rigoureuse de cette nationalité de fait. Si la nationalité de droit coïncide souvent avec la nationalité de fait, elle n'en est pas déduite. La nationalité est déterminée souverainement par les États en fonction des critères tels que le jus sanguinis, droit du sang, ou le jus soli, droit du sol. En Haïti, le droit du sol, qui était apparu seul, puis concomitamment avec le droit du sang, jus sanguinis, a disparu pour laisser la place au droit du sang, jus sanguinis, c'est-à-dire la nationalité par la filiation, c'est ce que vous appelez par le sang, par la naissance, par la filiation. La nationalité haïtienne des personnes physiques est perçue tantôt comme un facteur d'intégration, tantôt comme un facteur d'exclusion de la communauté nationale. Elle est parfois observée comme impliquant les deux facteurs. Quelle est la réalité sur cette question? Pour trouver une réponse à cette problématique, l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, sur proposition de sa commission scientifique, décide de soumettre au débat le thème la nationalité haïtienne, intégration ou exclusion, pour interrogation. Ainsi, l'Ordre des avocats a fait appel à ces deux éminents juristes, le bâtonnier Stanley Gaston et maître Bernard Ajgous, qui ont eu l'occasion d'opiner sur la question controversée et passionnée de la nationalité haïtienne. Ainsi, il a fait aussi appel au sociologue Daniel Supplice, qui a vulgarisé les résultats de ses recherches dans son ouvrage de la naturalisation en Haïti. Cet ouvrage date de 2009. Le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince et la commission scientifique du barreau vous remercie de votre présence et vous invite à participer sereinement et efficacement au débat qui suivra les exposés des conférenciers. Je vous remercie. J'ai l'opportunité de me prononcer sur un sujet assez controversé, un sujet qui généralement fait couler beaucoup d'encre dans la société,
qu'on se rappelle le débat animé qu'il y a eu l'année dernière au moment des inscriptions des candidats. Je me rappelle que j'avais fait une intervention sur le sujet, mais Bernard Gousse également avait fait une intervention, et à l'époque, 2 textes ont été publiés dans les journaux. Donc ça a été quand même un débat assez animé, assez passionné. Mais ce que nous avons relevé, c'est que lorsque ce type de débat, lorsqu'il s'engage à l'occasion de questions politiques, donc on a comme l'impression que ce sont des débats polarisés. La scientificité est enlevée à pareil débat. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la bonne occasion pour aborder ce sujet. C'est un sujet qui est abordé dans un contexte de sérénité. Il n'y a pas véritablement une question politique à l'horizon. Donc on va devoir aller très en avant. Pour débuter mon exposé, je vais donner lecture de 2 paragraphes du préface du livre du professeur Daniel Supplice. Non, le préface, c'est plutôt de M. Bernard Gousse. Les temps que nous vivons nous obligent à nous interroger sur la conception que nous faisons de la nationalité. Le fils d'un immigré hongrois, Sarkozy est président de France. Le fils d'un Kenyan, Obama, préside au destin des États-Unis d'Amérique. La fonction qu'il occupe ne résulte point d'une nomination, comme ce fut le cas pour Colin Powell, fils de Jamaïcain, ou Ramayad, née sénégalaise, ceux-là bénéficiaires de la faveur d'un prince. Obama et Sarkozy, quant à eux, ont sollicité et surtout obtenu le suffrage d'une majorité de leurs concitoyens, alors que leur trajectoire personnelle ne plonge pas leurs racines dans l'histoire des sociétés qu'ils dirigent. Qu'observons-nous chez nous? La nationalité haïtienne est brandie comme un outil d'exclusion pour barrer la voie à ceux qui, en dépit de leur désir de servir, ou même en dépit de la loi haïtienne, ne jouissent pas d'une haïtianité suffisante, foncée ou suffisamment éprouvée par le temps. Dixit, Maître Bernard Gousse, préfacier de l'ouvrage de Maître Daniel Supplice, de professeur Daniel Supplice, de la naturalisation en Haïti. Je viens de donner lecture d'une opinion, mais comprenez bien, en la matière, il n'y a pas qu'une seule opinion. J'aurais pu lire d'autres textes et vous démontrer que d'autres personnes, d'autres auteurs ont adopté l'opinion contraire. La nationalité. Parlant de la nationalité, il est possible d'agiter 2 conceptions. Il y a une conception sociologique de la nationalité qui oppose la nationalité de fait à la nationalité de droit. Et au niveau de cette conception, on vient avec beaucoup de notions, telles que des notions de communauté, des notions d'ethnie, des notions de langue, des notions de religion, des notions de domiciliation, pour démontrer qu'une personne peut avoir ce qu'on appelle la nationalité effective sans pour autant avoir la nationalité de droit. Mais pour le juriste, et là j'en viens avec la conception légale, la notion de nationalité renvoie à un lien de droit qui unit un individu à un État. Et en la matière, on reconnaît que l'État, à partir de sa souveraineté, a la capacité de définir librement les conditions d'attribution de sa nationalité et de définir également quels sont les individus qui sont habilités et qui ont la capacité d'avoir la nationalité de l'État. La notion de nationalité, c'est une notion qui s'adresse au sujet de droit. Elle ne s'adresse pas uniquement à des personnes physiques comme vous et moi, elle s'adresse également à des personnes morales. Mais Dorval vient de le souligner, un navire, par exemple, qui est un objet, peut avoir une nationalité. Une banque, qui est une personne morale, une fiction juridique, peut avoir une nationalité. Mes propos ce matin ne concerneront pas la nationalité
relatives à des personnes morales, c'est traité par d'autres sujets de droit. Mes propos vont se concentrer sur la nationalité qui s'adresse à des personnes physiques. Et en la matière, qu'est-ce que nous observons? D'abord, je voudrais attirer l'attention sur ceci. La nationalité bénéficie d'un encadrement juridique tant au niveau interne qu'au niveau externe. Au niveau interne, on peut brandir la Constitution, on peut brandir les dispositions du Code civil et on peut brandir également les dispositions éparses que nous trouvons dans nos décrets, que nous trouvons également dans de nombreuses lois et même dans le décret électoral de 2013. La nationalité DIJ bénéficie également d'un encadrement au niveau international. Depuis la première conférence de la Société des Nations sur la question de la nationalité et qui a débouché sur la Convention de La Haye, le mouvement international a connu pas mal de développement au point que cette question de nationalité a été englobée dans la matière concernant les droits de l'homme. C'est ainsi qu'au niveau de la Convention internationale, au niveau de la Convention interaméricaine relative aux droits de l'homme, on peut glaner des notions concernant la nationalité. Au niveau du pacte international relatif aux droits civils et politiques, on peut également trouver des dispositions qui concernent la nationalité. La nationalité est rattachée à la souveraineté de l'État, mais pourtant, c'est un droit justiciable. Il est possible de porter une question concernant la nationalité par devers les tribunaux étatiques au niveau interne. Il est également possible, à l'occasion de décisions qui auraient été rendues par les tribunaux étatiques, de contester ces décisions par devant les instances internationales. En ce qui nous concerne, l'occurrence, c'est pour nous la Commission interaméricaine des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc, c'est une question qui est justiciable. La nationalité. Quelle est l'importance de la question de la nationalité? Est-ce que la nationalité est un simple lien de rattachement d'un individu par rapport à un État, ou est-ce que la nationalité se traduit en termes de conséquences juridiques et pratiques? Permettez que je cite certaines conséquences de la nationalité. La nationalité est la condition pour accéder à la citoyenneté. On ne peut être citoyen, du moins dans le contexte haïtien, on ne peut être citoyen si on n'a pas la nationalité haïtienne. La nationalité également permet de jouir de certains droits publics et de certaines libertés publiques. Par exemple, le droit de vote, le droit d'éligibilité. Si on n'a pas la nationalité d'un territoire déterminé, on ne peut pas prétendre à l'exercice, à la jouissance et à l'exercice de certains droits. La nationalité permet également d'exercer certaines professions réglementées, telles que la profession d'avocat. Nul n'est sans savoir que l'une des conditions pour accéder à la profession d'avocat, il faut être haïtien. Donc la nationalité, c'est l'une des conditions d'exercice de cette profession réglementée. La nationalité également est une condition pour bénéficier de la protection diplomatique d'un État. Quand un individu vient au monde, l'État a l'obligation de délivrer à cet individu deux documents fondamentaux. C'est d'abord l'acte de naissance et ensuite c'est le passeport. Le passeport, c'est un document officiel qui est la propriété de l'État. Et dès lors que vous êtes le national d'un État, vous avez droit également à l'assistance consulaire de cet État. Vous vous trouvez sur le territoire d'un État étranger, vous avez par exemple maille à partir avec la justice, eh bien l'État, à travers ses services consulaires, doit s'assurer que les droits de son ressortissant, que les droits de son national seront protégés. Et en vertu de la nationalité, il est également énoncé qu'un État ne peut pas extrader un national. Et là, nous sommes en droit international privé traitant de la matière de la coopération internationale en matière d'entraide répressive.
Le principe est posé, il est interdit à un État d'extrader et ses justiciables et ses nationaux. Et quand d'aventure nous observons qu'un État, en dehors de toute coopération, en dehors de toute convention, permet à un territoire étranger, bon, je ne voudrais pas employer un mot qui serait hors propos, mais je l'emploie quand même. Quand un État national permet à un État étranger d'enlever ses ressortissants et de les traduire par devant ses tribunaux, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un cas de déportation déguisée. Ce n'est pas un cas d'extradition, puisqu'on l'a bien vu en la matière, il est interdit qu'un État extrade ses nationaux. La notion de nationalité, c'est une notion qui doit être soigneusement distinguée des notions de résidence et des notions de citoyenneté. D'abord, je viens avec la question de la résidence. La résidence, c'est une question de fait. Dans la législation haïtienne, pendant très longtemps, nous avons observé un vide en la matière, mais heureusement, cette lacune, ce vide a été comblé à travers le décret électoral, puisque dans le décret électoral, on vous dit que la nationalité, la résidence, c'est une question de fait, mais pour revendiquer la résidence en Haïti, il faut avoir passé 183 jours sur le territoire haïtien. C'est également un critère en matière de fiscalité, en matière d'imposition. Le critère de résidence de fait. Donc, on doit bien distinguer la notion de résidence de la notion de nationalité. Parce que si nous faisons un peu de droit comparé, nous allons nous rendre compte que des individus qui ont la résidence américaine, qui ont la résidence canadienne et même la résidence d'autres États, que dans certaines circonstances, on permet à ces individus de jouir de certains droits politiques. Donc, ils peuvent, par exemple, participer aux élections municipales. Mais ces individus ne sont pas pour autant des ressortissants de ces États. La citoyenneté. J'ai bien dit, il y a une différence entre citoyenneté et nationalité. En Haïti, par exemple, on est citoyen haïtien, c'est à partir de 18 ans. C'est la réunion des droits civils et politiques qui confère la qualité de citoyen. Mais pourtant, on est national, on est ressortissant haïtien, sous certaines conditions. Et là, je fais référence au droit du sang, dès lors qu'on est de père ou de mère haïtien, à la naissance, on a la qualité d'haïtien. Mais il faut attendre avant de prétendre à la qualité de citoyen. Actuellement, au niveau de l'Union européenne, il y a une citoyenneté européenne, alors que pour le présent moment, il n'y a pas encore de nationalité européenne. En vertu des dispositions, des conventions existant au niveau de l'Union européenne, lorsqu'il y a des élections pour les assemblées européennes, un Français, un Hollandais, un Luxembourgeois, dès lors qu'il se trouve dans l'espace Schengen, de l'espace de l'Union européenne, il peut exercer son droit de vote sans qu'il soit ressortissant de la France, de la Hollande ou du Luxembourg. Mais c'est justement en vertu de la citoyenneté européenne à ne pas confondre avec la nationalité européenne. Je viens un peu de relater certaines théories, de débroussailler un peu le terrain. Maintenant, je vais aborder la question de la nationalité en tant que telle pour arriver à la problématique, s'agit-il d'une exclusion ou d'une intégration? D'entrée de jeu, ce qu'il faut préciser en matière de nationalité. La matière de la nationalité relève de la souveraineté de l'État. L'État, à travers sa législation, prend des dispositions pour déclarer qui est mon national, mais qui ne l'est pas. Mais l'État le fait, c'est à partir de certaines considérations. Ces considérations peuvent être des considérations historiques. Dans le cas d'Haïti, il y a, en matière de nationalité, il y a une considération historique. Ça peut être une considération économique,
Ça peut être une considération démographique. Nous connaissons des territoires qui sont des territoires d'immigration et d'autres territoires qui sont des territoires d'émigration. Il y a à cela des facteurs démographiques, économiques qui l'expliquent. Il y a aussi des enjeux sociologiques à la base de tout cela. En 2015, le monde diplomatique, dans l'un des numéros, il y a eu un article assez intéressant et l'article était titré « Tous, nous ne sommes pas chinois ». Et l'auteur de l'article, qu'est-ce qu'il avait voulu démontrer? Il a voulu démontrer qu'en matière de nationalité, les considérations pour les États, ce sont d'abord des considérations politiques. Même s'il peut y avoir d'autres corollaires, mais ce sont d'abord des considérations politiques. Et l'auteur a démontré qu'à travers le monde, les conceptions ne sont pas les mêmes en matière de nationalité. Il y a des États, jusqu'à maintenant, qui n'admettent pas la double nationalité ou encore la plurinationalité. Il y a des États qui l'admettent, mais en certaines conditions. Prenons le cas de l'Allemagne. Jusqu'en 2009, 2007 ou 2009. En Allemagne, la double nationalité n'était pas acceptée. Vous êtes un citoyen haïtien, vous allez en Allemagne, vous obtenez la nationalité allemande à partir de la naturalisation. Eh bien, la première chose que l'on fait, on garde votre passeport haïtien. Puisque pour l'Allemagne, vous ne pouvez avoir qu'une seule nationalité que la nationalité allemande. Mais depuis, la loi allemande a été modifiée et la double nationalité, elle est admise dans certaines circonstances. Donc, la première considération, c'est que pendant longtemps en Haïti, on avait interdit la double nationalité. Mais pendant tout ce temps, Haïti n'était pas le seul. Haïti faisait partie d'un contingent de territoires qui n'admettait pas la double nationalité. Et aujourd'hui, il y a une controverse terrible en la matière, et la controverse, elle découle de notre imbroglio au niveau du droit constitutionnel, puisque jusqu'à présent, en tant que juriste, on ne saurait affirmer, en dehors de tout doute, sous l'empire de quelle constitution nous sommes. Parce que, on le sait très bien, entre 2011 et 2012, il y a eu cette volonté, cette velléité d'amender la Constitution, mais on connaît la suite. Il y a eu des amendements qui ont été publiés, ces amendements ont été retraités, il y a eu des corrections qui ont été apportées au niveau de la Chambre, à travers les vidéos, les enregistrements, donc il y a eu tout un travail d'écriture qui a été fait, il y a eu à nouveau d'autres publications, mais pour certains juristes, il y a problème. D'autant que la Constitution de 1987 avait deux versions, une version créole et une version française. La version créole n'a pas été touchée, elle n'a pas été l'objet d'amendement, et la version française, elle a été quelque peu remaniée. Donc pour le présent moment, la question que l'on pose, sous l'empire de quelle constitution nous vivons, c'est assez grave au niveau de l'État. Et pour nous autres juristes, ça nous oblige à faire nos considérations en termes d'hypothèses. Nous sommes bien obligés de faire des hypothèses. Donc, les propos que je vais tenir là maintenant, ce sont des propos qui se situent dans une hypothèse. Donc, au niveau de mon hypothèse, je considère que les amendements qui ont été publiés, qui de fait régissent la République, que ce sont ces amendements qui sont d'application. Mais retenez bien, ce n'est qu'une hypothèse. Parce que dès lors que je sors de cette hypothèse, mes considérations ne valent guère. Bien. En matière de nationalité, à travers le monde, il y a de grandes théories. Et ces théories, elles se fondent sur les considérations que les États vont faire en matière de nationalité. Nous avons la théorie jus soli qu'on appelle droit du sol, et la théorie du jus sanguini qu'on appelle droit du sang. Je veux rester dans le contexte haïtien. Dans le contexte haïtien, nous avons un droit à dominance de jus sanguini, c'est-à-dire de droit du sang.
Pour être haïtien, il faut être né d'un père ou d'une mère, d'un père haïtien ou d'une mère haïtienne. Dans le contexte haïtien. Mais en Haïti également, nous avons un résidu aussi du droit du sol, puisque à travers notre législation, il est clairement dit que tout enfant abandonné va être considéré, quelle que soit la coloration de sa peau, comme étant pupille de l'État. Donc, à supposer qu'un Canadien, qu'une Française, une Palestinienne, une Dominicaine mettent au monde un enfant en Haïti et qu'après la naissance, le parent de l'enfant abandonne l'enfant, cet enfant est retrouvé, cet enfant est considéré comme étant la pupille de l'État, c'est-à-dire l'enfant va avoir la nationalité haïtienne indépendamment de ses géniteurs. Que les géniteurs soient allemands, belges ou autres. Donc, dans le droit haïtien, nous avons les deux catégories. Nous avons le droit du sang à dominance et nous avons le droit du sol de manière résiduelle. En matière de nationalité aussi, on peut devenir national d'un État à partir de l'alliance, des liens qui se créent par le mariage. Ça peut se faire. On peut également devenir national d'un État à partir de la naturalisation. Mais ce qu'il faudra préciser en la matière, il faut bien se rappeler que la nationalité relève de l'état des personnes. Étant un élément de l'état des personnes, la nationalité, elle est permanente. La nationalité ne change pas en raison du temps. Elle ne change pas non plus en raison du lieu ou encore en raison de l'éloignement. Pour qu'il y ait changement ou perte de la nationalité, il faut qu'il y ait un acte. Et l'acte, ça peut être la volonté de l'individu, un individu qui veut acquérir une autre nationalité, donc il opte pour la naturalisation, il y a un acte de volonté. La perte de la nationalité, ça peut également résulter de la loi. Mais là encore, il faut qu'il y ait un acte. En Haïti, comment nous considérons la question de la nationalité? Est-ce qu'on peut parler d'intégration ou d'exclusion? Pour répondre à cette question, il faut mobiliser l'histoire, il faut mobiliser également l'économie, mais il faut mobiliser aussi la politique. Essayons de remonter la filière de l'histoire. N'oublions pas que nous avons obtenu l'indépendance au prix de combats acharnés, au prix du sang. Donc, au lendemain de l'indépendance, il était tout à fait normal, et même il était plus que normal pour le jeune État d'avoir des dispositions qui protègent le pays. Au cours de notre histoire, nous avons connu aussi des déboires assez extraordinaires. On se rappelle l'affaire Luders, cet Allemand qui était établi en Haïti et qui avait frappé un policier haïtien. Luders, il avait été jugé par les tribunaux haïtiens, il a été jugé en correctionnel, puis il s'était pourvu en cassation, le jugement a été maintenu. Celui qui était consul de l'Allemagne à l'époque a fait pas mal de démarches pour obtenir la libération de Luders, mais c'était un jugement de tribunal haïtien qu'il fallait coûte que coûte exécuter. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Mais le consul allemand avait fait appel à un navire allemand et on a connu la suite. Donc le bicolore haïtien a été avidé. Donc dans ce contexte-là, pendant longtemps, il paraissait tout à fait logique pour Haïti de se protéger en quelque sorte par rapport à l'étranger. Parce que, n'oublie pas, même dans les États qui adoptent la double nationalité, pendant longtemps, il n'y avait pas de convention en la matière entre les États. Donc, il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'on ait les premières conventions. Et au terme de ces conventions, on interdit à l'individu d'agiter son autre nationalité à l'égard de l'État dès lors qu'il se trouve sur le territoire de cet État. Maintenant, à partir de ces considérations,
on pourrait se perdre en conjecture et se demander, s'agissait-il pour Haïti de protectionnisme ou s'agissait-il pour Haïti d'un besoin d'exclusion? Bon, mais toujours est-il que la législation, elle a évolué et depuis 2013, depuis 2011-2012, un individu qui est né à l'étranger, par exemple, qui est né dans un territoire qui reconnaît le droit du sol, l'individu, il peut brandir désormais les deux nationalités, la nationalité haïtienne et la nationalité étrangère. La question que l'on va se poser, cette question, elle peut se résumer à la question de la preuve de la nationalité. Comment faire la preuve de la nationalité? Les modes de preuve, on les connaît. C'est d'abord l'état civil, la possession d'État. Mais pour Haïti, également, le passeport. Pourquoi je dis le passeport pour Haïti? Parce que dans le décret électoral, à l'article 90, on exige parmi les documents à soumettre le passeport. S'il est vrai qu'autrefois, en droit international traitant de la matière, le passeport n'était pas considéré comme étant une preuve irréfutable en matière de nationalité, puisqu'on a vu avec le développement du droit des réfugiés que dès lors qu'on était apatride et qu'on se trouvait sur le territoire d'un État, qu'on faisait prévaloir la domiciliation, on pouvait avoir un passeport non-sin favorisant la circulation à travers le monde. C'était ça la pratique. Mais en Haïti, il y a ce fameux article 90 du décret électoral qui traite du passeport. Maintenant, on doit se poser la question, est-ce qu'on va considérer le passeport comme un simple document administratif ou bien est-ce qu'on va considérer le passeport comme étant un élément de preuve en matière de nationalité? Je vais terminer en attirant votre attention sur la situation suivante. J'attire l'attention sur la situation des individus qui sont nés avant l'amendement. Et je vais considérer deux moments. Je considère les individus qui sont nés sous l'empire du décret de 1974 et ceux qui sont nés sous l'empire du décret de 1984. Dans le décret de 1974, il y a une disposition assez intéressante qui a attiré mon attention, elle est la suivante. Le décret disait que perdait la nationalité haïtienne tout individu ayant joui activement d'une nationalité étrangère. Et même au niveau de la FIFA, on voit l'application de pareilles règles. Vous êtes argentin, vous êtes italien, mais vous avez joué à un certain âge pour l'Italie, vous ne pouvez plus jouer pour l'Argentine, parce que pour la FIFA, vous n'êtes plus argentin, vous êtes italien tout au moins pour jouer au football. Eh bien, en 1974, on a eu une pareille disposition. Dès lors qu'activement, à l'égard d'Haïti, vous avez manifesté votre statut d'étranger, eh bien, il ne vous était plus loisible de vous prévaloir de la nationalité haïtienne. On prend un exemple. Un individu né de père et de mère haïtiens à l'étranger, je prends l'exemple des États-Unis, pays le droit du sol, à sa naissance, il est saisi par le droit américain, il est américain, l'individu a bon escient pour pouvoir se revendiquer de la nationalité haïtienne, eh bien, il rentre en Haïti et arrivé à l'immigration, quel document, il fait usage de quel document? Il fait usage d'un passeport américain. Eh bien, à l'égard d'Haïti, est-ce qu'on peut considérer cet individu comme haïtien ou comme américain tout court? L'autre moment qu'il faut considérer, c'est le décret de 1984. En 1984, il y a eu une évolution. Les dispositions du décret de 1974 ont été reconduites avec la seule nuance qu'il fallait un arrêté du président pour déclarer la perte de la nationalité. Donc, je souhaite attirer l'attention de tous sur la question. Arrive l'amendement de 2011. Ces individus sont-ils haïtiens de plein droit ou doivent-ils recourir à la naturalisation pour être haïtiens? Moi, j'opte pour la deuxième hypothèse. Ces individus doivent recourir à la naturalisation. Je cite l'article 286 de la Constitution de 1987. Au terme de cet article, il a été imparti un délai
de 2 ans à tout individu qui s'était naturalisé durant la période de 1957 à 1986. Donc, ils avaient 2 ans pour recouvrer la nationalité haïtienne. Mais passé le délai de 2 ans, si l'individu voulait récupérer la nationalité, donc l'individu devait passer par la naturalisation. Nous sommes en droit, et dès lors qu'on est en droit, on est dans une question de procédure. À l'heure actuelle, la question que l'on doit se poser, un individu qui avant 2011-2012 n'était pas considéré comme haïtien, quelle procédure la loi aménage-t-elle? Quelle procédure la loi prévoit-elle pour que cet individu redevienne haïtien? Moi, j'ai fouillé les textes. La seule procédure disponible pour le moment, c'est la naturalisation. Ce qui me porte à affirmer que pour tous les individus qui se trouvent dans cette catégorie, donc s'ils veulent être haïtiens, redevenir haïtiens, récupérer, recouvrer la nationalité haïtienne, eh bien, ces individus doivent passer par la naturalisation. Je termine mes propos en vous disant cela. Cela dépend de quel côté on se place. Dépendamment des arguments, la nationalité, on peut la considérer comme étant un facteur d'intégration, tout comme on peut la considérer comme étant un facteur d'exclusion. Mais comme je vous ai dit, cela dépend de quel argument on priorise. Je crois avoir dit, je remets le micro. Je remercie d'abord le barreau et le bâtonnier de l'initiative qu'ils ont refaire vivre de l'intelligentsia du barreau, surtout lorsque nous lisons dans les archives les comptes rendus de colloques, on appelait ça ainsi à l'époque, de la société de législation au début du 19e et bien même au début du 20e siècle. Alors sur la question de la nationalité qui a bien été introduite par le professeur Dorval et par le bâtonnier, donc je ne m'attarderai pas trop puisque les concepts de base ont bien été établis. Il est vrai qu'à la longue liste de personnes qui occupent des fonctions officielles autrefois réservées à des Haïtiens d'origine, il faut ajouter le maire actuel de Londres, qui est un Pakistanais et qui aujourd'hui est le maire de la capitale d'un pays très européen. Et puisque nous regardons la Coupe d'Europe, c'est vrai qu'en regardant la Coupe de France, nous avons des faciès et des noms qui sont très éloignés des ancêtres gaulois. Donc, il est vrai que l'on peut se poser une question sur la question de la nationalité. Quel est le concept? Est-ce que c'est un concept par lequel on veuille un rattachement à des valeurs et le partage d'une destinée commune? Ou bien est-ce que c'est un concept de repli sur soi, de repli identitaire, parce que l'on veut préserver une race, une ethnie, une religion? C'est vrai que chez nous, et le professeur Supplice le dira tout à l'heure, nous avons une idéologie, et c'est vrai que ces idées reçues, elles ont le tort de toutes les idées reçues, c'est qu'elles ne résistent pas à la réalité. En effet, on dit Haïti, pays nègre, et puis Dessalines, pas le blanc français. On l'a appris dans toutes nos chansons quand nous étions petits, Dessalines, pas le blanc français. Mais le 6 février 1804, cela fait exactement un mois, jour pour jour, depuis la proclamation de l'indépendance, le général Dessalines, le gouverneur général Dessalines, naturalise un Français qui s'appelle Manuel Laporte. Voilà que la famille Laporte en Haïti est haïtienne depuis 1804. Donc, donc de dire que Dessalines parle blanc français, voilà un fait qui le contredit. Alors, mon propos aujourd'hui, pour que nous le comprenions et pour rester dans la problématique posée par le barreau, est de répondre à la question sur le droit haïtien, la nationalité, en partant, comme l'a terminé le bâtonnier, à partir de l'histoire. C'est-à-dire, est-ce que le droit haïtien permet-il l'exclusion
est-ce que le droit haïtien permet l'inclusion, surtout à une époque où nous avons plus d'1 million de nos congénères, c'est ainsi qu'on peut les nommer pour le moment plus prudemment, nous avons près d'1 million de nos congénères qui vivent en dehors de nos frontières. Font-ils partie de la communauté nationale ou font-ils partie seulement de la communauté sociologique des Haïtiens? Alors, il est vrai que ce panorama historique sera découpé en deux moments. Un moment où nous verrons que le droit haïtien fait partie de l'une des armes que nous nous sommes données pour défendre la jeune nation haïtienne, pour défendre l'indépendance, et de même que l'on bâtissait sur le fait de nos mondes des forts et des citadelles, nous avons également bâti une citadelle législative pour nous défendre. Mais aujourd'hui, avec nos besoins de développement, avec la réalité de près de millions d'Haïtiens ou de descendants d'Haïtiens vivant à l'étranger, cette philosophie d'exclusion est-elle nécessaire? Ne faut-il pas plutôt ouvrir les fenêtres? Et la réforme de 2011 qui est présentée comme une ouverture vers la diaspora, nous verrons qu'il s'agit plutôt, à supposer encore une fois, que ces réformes de 2011 soient celles qui sont en vigueur. Et, je n'ouvrirai pas le débat là-dessus, j'ai mon opinion quand même. Mais à supposer que cette constitution, que ces amendements soient en vigueur, mais il faut malgré tout dire que c'est une ouverture ratée, et je dirais même une ouverture sabotée. Alors, prenons donc ce premier moment de la construction de la citadelle législative. Alors, comme pour toutes les citadelles, elle comprend des remparts, et il en existe 4. Une citadelle constituée de 4 remparts. Le premier rempart, c'est le droit du sang. Deuxième rempart de la citadelle, c'est le concept de race. Le troisième rempart, c'est la question des mariages avec les étrangers. Et enfin, la question de la naturalisation. Le droit du sang a été très vite indiqué depuis la Constitution de 1806 comme un élément de définition de la nationalité. Être haïtien, tout individu qui naît d'un haïtien ou d'une haïtienne. Alors, en 1806, on disait déjà d'une haïtienne, parce que en 1806, beaucoup de pères étaient connus, morts, ou des Français expulsés. Donc, on reconnaissait déjà la nationalité par la mère, ce qui avait disparu par la suite. Donc, c'était d'abord le père, et à défaut du père, la mère. Mais en 1806, un haïtien ou une haïtienne, ce qui se comprenait, puisque le père était souvent mort au combat, français expulsé, ou n'importe quoi. Alors, voilà quelle était la définition, une définition simple, compréhensible pour tout le monde. On est haïtien parce qu'on est né d'un haïtien ou d'une haïtienne. Cette conception simple va connaître deux durcissements. Un premier durcissement que l'on retrouve dans le décret de 6 novembre 1984, où la naissance à l'étranger ne permet d'être haïtien que si les deux parents sont haïtiens, en 1984. Il faut donc ce qui veut dire que ceux qui naissent en Haïti sont haïtiens pourvu qu'un de leurs parents soit haïtien, mais pour ceux qui naissent à l'étranger, eh bien, ils sont haïtiens que si deux de leurs parents, leurs deux parents plutôt, sont haïtiens. Un deuxième durcissement intervient avec la Constitution de 1987. Et là, avec la consécration, la définition de ce que l'on appelle l'haïtien d'origine. L'haïtien d'origine, pour être haïtien d'origine, il faut être né d'un parent haïtien, père ou mère, qui lui-même est né haïtien. Qui lui-même est né haïtien, pas qui lui-même est haïtien, non, qui lui-même est né haïtien. Donc, pour les personnes nées après 1987, on est haïtien d'origine au bout de la 3e génération. Au bout de la 3e génération. Alors, pour le juriste, on se pose une question. Quels sont les droits de ceux de la 2e génération, nés d'haïtiens, mais quels sont les droits qui leur sont reconnus? Alors,
Et on se retrouve devant un paradoxe. On a une évolution législative qui est à rebours de notre histoire. Puisqu'à l'époque de notre bicentenaire, nous nous montrons sur le plan du ius sanguinis plus exigeants que nos pères de l'indépendance, eux dont les blessures de la guerre n'étaient pas encore cicatrisées. Grimpons maintenant le deuxième rempart, celui de la race. En effet, de la Constitution de 1816, l'article 44 nous dit que être haïtien, tout noir ou indien qui accoste en Haïti. Haïti était considéré comme un havre, un refuge dans cet océan d'esclavagisme qu'était l'Amérique du nord jusqu'au sud. Eh bien, Haïti se présentait comme un refuge. Tout noir ou tout indien qui accostait à Haïti était considéré automatiquement comme haïtien. Et je lis l'article en question. Tout Africain, Indien et ceux issus de leur sang, nés dans les colonies ou en pays étrangers, qui viendraient à résider dans la République, seront reconnus comme haïtiens. Donc la race est une condition d'acquisition de la nationalité et cette condition, on la retrouve juste encore au décret du 6 novembre 1984 qui reprend en ce sens les dispositions constitutionnelles de 1971 et de 1964, de 1971 et de 1983, où on dit qu'est haïtien d'origine, tout enfant né en Haïti de parents étrangers, pourvu qu'il descende de la race noire. Alors, nous avons vu la race noire, mais qu'en est-il des Blancs? Alors là, il y a un ostracisme qui est proclamé. Aucun Blanc ne peut être haïtien. De 1804 à 1874, aucun Blanc naturalisé, aucun Blanc ne peut être naturalisé et aucun Blanc ne peut être propriétaire terrien. Ceci se comprend puisque nous avons, à l'inverse de la... Je peux faire une comparaison entre Haïti et les colonies françaises d'outre-mer qui ont acquis leur citoyenneté mais n'ont pas acquis la propriété de la terre. Donc, ils sont demeurés, malgré tout, des citoyens de deuxième classe. Les grands propriétaires terriens sont encore les descendants de Français en Martinique et en Guadeloupe. Tandis que, chez nous, nous avons acquis l'indépendance et nous avons acquis la maîtrise de la terre. Donc, pour préserver à la fois la nationalité et la maîtrise de la terre, il fallait exclure l'étranger blanc de la propriété, ce qui était le cas à l'époque. Avec quelques exceptions. Les exceptions qui permettaient à des étrangers qui pouvaient rendre service à la nouvelle République d'être intégrés dans la communauté haïtienne. Ce sont d'abord les Allemands et les Polonais, déjà dans la Constitution de 1805. Ceci comme une reconnaissance de leur désertion de l'armée expéditionnaire française qui ont épousé la cause haïtienne en raison justement du fait que la Pologne n'était qu'un pays, comment dire, la nation polonaise était une nationalité sociologique, n'était pas encore une nationalité juridique. Donc, les Polonais qui se battaient pour leur indépendance, qu'ils n'auront que beaucoup plus tard, à la fin du 19e siècle, eh bien, avaient reconnu chez les esclaves insurgés eh bien, une cause semblable à la leur, et ils ont donc déserté l'armée napoléonienne et ont fait corps avec nous. Donc, ce sont les premiers blancs haïtiens. Ensuite, les femmes et les enfants blancs, qui ne représentaient donc pas une menace militaire. Et de même que, et c'est toujours la Constitution de 1806, les blancs qui ont intégré l'armée ou les blancs qui ont intégré la fonction publique haïtienne. Donc, cet ostracisme est un ostracisme qui comprend des exceptions qui permettent la construction du nouvel État. Le troisième rempart, c'est la question du mariage avec l'étranger. Ce rempart se justifie par le fait qu'il ne fallait pas permettre que celui qu'on met dehors par la porte ne rentre par la fenêtre. En effet, quel est le droit du mariage jusqu'en 1982 dans notre Code civil? C'est l'incapacité de l'épouse et l'administration des biens de l'épouse, même de ses biens propres, par son mari. Donc, un étranger
qui ne peut être haïtien, qui ne peut être naturalisé, pourrait donc se marier à une haïtienne et de ce fait, cette haïtienne devenue incapable, l'étranger administre une partie du territoire national. Donc, il n'était pas si bête, nos législateurs. Ce qu'ils ont fait, c'est d'interdire le mariage entre haïtiens et étrangers. Jusqu'en 1860. Interdiction complète. Mais en 1860, on commence à s'ouvrir, mais on prend ses précautions. La loi du 18 octobre 1860 permet le mariage entre haïtiens et étrangers. Cependant, seul l'époux haïtien peut acquérir un immeuble. C'est-à-dire même en cas de mariage sous le régime de la communauté, seul l'époux haïtien peut acquérir un immeuble. Et les immeubles de l'épouse continuent à être administrés par l'époux, ce qui est conforme au Code civil, mais les enfants sont essentiellement haïtiens. Vous voyez là qu'il y avait une lacune qu'il fallait combler, lacune qui a été comblée à l'article 5 de la Constitution de 1879, qui nous dit que l'haïtienne mariée à l'étranger, elle perd sa nationalité. Elle va perdre sa nationalité, elle devient étrangère. Et comme elle devient étrangère, elle ne peut plus acquérir des immeubles. Mais elle peut quand même, on lui fait grâce, elle peut garder les immeubles qu'elle avait déjà acquis avant le mariage. C'était encore trop pour certains. Et il fallait donc ôter toute possibilité pour qu'une haïtienne devenue étrangère, et par le biais de son mari, eh bien, administre ait une maîtrise du bien immobilier. Eh bien, en 1884, on va fermer tous les verrous en modifiant l'article 5 de la Constitution précédente, en disant que l'haïtienne mariée à un étranger, non seulement est déchue de sa nationalité, ne peut plus acquérir un immeuble, mais il lui est accordé un délai de 3 mois, pas 3 ans, 3 mois à partir de son mariage pour vendre tous ses biens fonciers. Tous ses biens fonciers. Voilà comment on n'a pas encore terminé la construction de la citadelle, mais on a déjà 3 remparts. On va maintenant le 4e rempart qui est celui de la naturalisation. Nous verrons d'abord la naturalisation de l'étranger et comment on considère la naturalisation maintenant de l'haïtien à une nationalité étrangère. L'étranger, nous venons de dire qu'il faut voir qu'il y avait un mythe, puisque je répète que Dessalines avait déjà naturalisé un Français un mois après, le Français Laporte, un mois après l'indépendance. Mais par la suite, toute naturalisation est devenue impossible. Ceci se comprend, de même que la question du mariage, pour éviter des 5e colonnes. Parce que certains pourraient se naturaliser haïtiens, et puis après, comme on a fait l'UDERS, premier Foukéo, et puis on dit, bon, j'appelle ma puissance étrangère, américaine, française ou anglaise, n'importe. Eh bien, donc, on interdit toute naturalisation jusqu'en 1874. Alors, pourquoi permettons qu'en 1874, que des étrangers puissent venir? Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos législateurs du 19e siècle poursuivent une logique et ils ne sont pas bêtes. Parce qu'en 1874, l'esprit du monde a changé. La guerre de sécession s'est terminée aux États-Unis. Il n'y a plus d'esclavage. La guerre de sécession est terminée. Haïti est reconnu par la France, ceci depuis 1825, mais surtout, l'esclavage a été aboli en France en 1848. Haïti rentre dans le concert des nations avec la signature du Concordat en 1860. Donc, nous n'avons plus cette peur que nous soyons assiégés, c'est-à-dire cette exception, cette menace que nous avons constituée. Donc, tout ceci permet qu'on puisse avoir des étrangers naturalisés haïtiens. Avec une intégration automatique de l'étrangère qui se marie à un haïtien, elle devient automatiquement haïtienne par son mariage, ceci dès la Constitution de 1879, et cette acquisition automatique par mariage sera abolie en 1987, où
on n'a plus la possibilité, enfin, où le mariage n'emporte plus acquisition automatique de la nationalité. Avec tout de même une nuance qui est celle que l'on retrouve à la Constitution de 1964. Parce qu'à l'époque, l'étrangère qui se marie à un Haïtien est haïtienne, pourvu que, à une condition quand même, que dans l'acte de mariage lui-même, pas postérieurement, que dans l'acte de mariage lui-même, au moment de se marier, qu'elle déclare adopter la nationalité haïtienne dans l'acte de mariage. Donc ceci, lorsqu'une étrangère, alors pour les avocats que vous êtes, les praticiens que vous êtes, si une étrangère est mariée à un Haïtien, pour savoir si elle est haïtienne, il faudra voir si elle est mariée après 64, voir si dans l'acte de mariage, il y a la déclaration d'option de la nationalité haïtienne. Donc pour les étrangères mariées à des Haïtiens entre 64 et 1987. Par contre, lorsque nous considérons maintenant la naturalisation de l'haïtien, il faut le comprendre par rapport à la doctrine exprimée par Dessalines lui-même, d'après laquelle un haïtien est un bon père, un bon mari et surtout un bon soldat. Donc, se naturaliser, c'est faire acte de désertion, c'est un acte de traîtrise à la patrie. Et en effet, la Constitution de 1805 nous dit que l'émigré, celui qui émigre, celui qui laisse le pays, c'est un peu comme la fameuse phrase de la Ravine à Couleuvre, ceux qui veulent redevenir esclaves des Français, etc. Donc, ceux qui émigrent sont déchus de la nationalité, ils sont condamnés à mort et leurs biens sont confisqués. Et cette conception de traîtrise par rapport au pays va durer jusqu'en pratiquement 2011. C'est-à-dire, pratiquement 2011, celui qui se naturalise perd sa nationalité haïtienne, malgré quelques nuances concernant est-ce que l'exécutif prend un décret. Mais la philosophie jusqu'en 2011 est que la naturalisation fait perdre la nationalité haïtienne, rend étranger celui qui se naturalise. Alors, si la philosophie de la législation sur la nationalité est aisément compréhensible et justifiée, elle mérite aujourd'hui d'être remise en question. En fonction des nouvelles réalités auxquelles nous sommes confrontés, nous ne pouvons plus continuer à cultiver une mentalité de citadelle assiégée alors que nos besoins en ressources humaines et le souci d'inclure tous nos congénères dans une même communauté nationale représentent les défis de l'heure actuelle. Malheureusement, il ne me semble pas que les constituants de 2011 en aient été conscients. Qu'en est-il aujourd'hui? Parmi nos congénères de l'étranger, beaucoup détiennent des diplômes élevés et ont accumulé des expériences professionnelles exceptionnelles. Pullulent parmi eux, j'en suis sûr, des scientifiques et des professionnels dont nous avons besoin en foresterie, aquaculture, administration des hôpitaux, urbanisme, et j'en passe. Et nous nous en passons. Il est vrai que la loi de 2 juillet 2002, accordant certains privilèges aux étrangers d'origine haïtienne, assimile sous l'angle du droit privé ces personnes aux Haïtiens, mais il s'agit d'une intégration purement limitée. Notre économie surnage grâce aux milliards et demi de dollars injectés par nos congénères. Paradoxe, quoique ces derniers soient plus généreux que l'ensemble de la communauté internationale dans son ensemble. Leurs représentants sont ignorés, alors que les ambassadeurs de nos amis parcimonieux ont droit de citer au Palais national et droit d'opinion sur nos affaires. Malheureusement, ceux parmi nos congénères qui s'étaient naturalisés avant 2011 ne sont plus haïtiens, et leurs enfants non plus. Ils ne peuvent donc représenter Haïti aux manifestations sportives, artistiques, en dépit de l'entraînement de haut niveau dont ils ont bénéficié. Et s'ils désiraient recouvrer la nationalité haïtienne, ils devraient y retourner, y résider pendant 5 ans et se soumettre à la procédure de naturalisation. Et la naturalisation obtenue, ils ne peuvent accéder aux fonctions réservées aux Haïtiens d'origine, ne pouvant être ni ministre, ni voter aux élections, ni être membre de la fonction publique avant l'écoulement du délai de 5 ans, qui est une épreuve de citoyenneté qui leur est imposée. Donc, les réponses constitutionnelles de 2011 sont loin de répondre aux besoins de notre temps, puisqu'elles
durcissent le régime de la nationalité. C'est-à-dire on présente ceci comme une ouverture, mais en fait, il s'agit d'un durcissement supplémentaire. À la demande d'ouverture, les parlementaires, en reconnaissant de manière très limitée la double nationalité, tout en en faisant un motif supplémentaire de disqualification, ont répondu par l'accentuation du repli. Alors, voyons cette question de la reconnaissance limitée de la double nationalité. Parmi les modifications de la Constitution de 87, l'une de celles qui bénéficia de plus de publicité fut l'abrogation de l'article 13, prévoyant la perte automatique de la nationalité haïtienne par la naturalisation acquise en pays étranger. Cette abrogation fut présentée comme une grande victoire, puisque la naturalisation en pays étranger n'était plus une cause de perte de la nationalité haïtienne. La double nationalité était enfin admise en droit haïtien. Mais la loi, ne disposant que pour l'avenir, ne peut rétroagir, donc ne peut s'appliquer à ceux qui, en vertu de la législation antérieure, ont perdu la nationalité haïtienne. Ils demeurent donc des étrangers. L'abrogation de l'article 13 de la Constitution ne profite donc qu'à ceux qui se sont naturalisés ou qui se naturaliseront postérieurement à la publication des modifications constitutionnelles, c'est-à-dire en 2012, 19 juin 2012 plus exactement. Or, ceux dont les compétences professionnelles nous font le plus défaut sont ceux dont la naturalisation est antérieure à 2012 et leurs enfants. Faire croire à ces personnes qu'elles peuvent, par exemple, obtenir un passeport ou une carte d'identité nationale est une tromperie ou, à tout le moins, une ignorance des principes d'application des lois dans le temps. En plus, cette double nationalité est un motif supplémentaire de disqualification de ces Haïtiens aux affaires du pays. La double nationalité n'est pas toujours une situation voulue, elle est quelquefois subie. C'est le cas de ceux issus de deux parents de nationalités différentes, dont l'un est haïtien. De ceux qui naissent de parents haïtiens dans des pays de jus soli. Le législateur doit prendre en compte les réalités actuelles d'un monde où les gens issus de milieux divers se rencontrent et s'unissent. Le législateur doit tenir compte du fait que parti poursuivre des études ou travailler dans un pays étranger, l'on puisse y donner naissance à un enfant. Alors, un enfant né d'un parent haïtien, lui-même né haïtien, attaché à la terre qu'il aurait vu naître et grandir, ne pourrait prétendre servir son pays simplement parce que l'autre parent est étranger. Un enfant né à l'étranger de parents haïtiens ne jouirait pas des mêmes capacités nécessaires à remplir certaines fonctions que celui qui naît en Haïti. Depuis 2011, ces situations de fait sont constitutives d'une tare rédhibitoire. Jusqu'en 2011, pourvu que l'un des parents soit haïtien ou né haïtien, tout individu était considéré comme haïtien d'origine et pouvait prétendre aux plus hautes fonctions. Depuis les modifications constitutionnelles de 2011, cette possibilité lui est interdite. Pour devenir président, ministre, sénateur ou député, il faudra non seulement être haïtien d'origine, mais ne jouir d'aucune autre nationalité. Il s'ensuit que certains, jusque-là ministres ou parlementaires, ne pourront plus se représenter aux élections s'ils ont un parent d'une nationalité étrangère. Il s'ensuit encore que ceux qui se naturaliseraient après 2012 continueraient éventuellement à être des Haïtiens d'origine, mais ne pourraient prétendre accéder à ces hautes fonctions. Les modifications constitutionnelles de 2011 créent donc deux catégories d'Haïtiens d'origine. Ceux qui ne jouissent pas d'une autre nationalité et pour qui toutes les portes sont ouvertes, d'une part, et d'autre part, ceux qui, quoique haïtiens d'origine, ne peuvent les franchir. En clair, les parlementaires ont lancé ce message à la diaspora. Vous voulez de la double nationalité, on vous l'accorde, parcimonieusement, mais ne vous avisez pas de vous intéresser de la politique en Haïti. À une ère où toute discrimination est proscrite, les constituants de 1987 et surtout ceux de 2011
ont créé 4 classes d'Haïtiens. Aujourd'hui, nous avons 4 classes d'Haïtiens. Les Haïtiens d'origine ne jouissant pas d'une autre nationalité, les Haïtiens d'origine jouissant d'une autre nationalité, les Haïtiens nés de parents haïtiens par naturalisation et les Haïtiens par naturalisation. Donc, les modifications constitutionnelles, pour reprendre un terme du droit des affaires, les modifications constitutionnelles en matière de nationalité constituent donc une tromperie sur la marchandise. Donc, si les parlementaires de 2011 se sont montrés frileux et ont raté l'occasion d'unifier la famille haïtienne, nous devons continuer à œuvrer pour l'intégration sans discrimination de tous ses membres. Il nous faut transformer les résultats des tragédies qui ont éloigné vers l'étranger nos frères, nos neveux, nos cousins ou nos petits-enfants en formidables réservoirs de compétences. Accueillons sans mesquinerie ni arrière-pensée ceux qui auront choisi notre communauté pour continuer et réaliser leur existence. Que leurs origines ne constituent pas pour leurs enfants nés ici un handicap ou à une pleine intégration. En somme, la nationalité ne doit pas seulement se comprendre comme le partage d'un passé ou d'une race. Dans notre monde nouveau, il doit devenir le partage conscient d'une destinée collective pour laquelle tous ceux qui désirent y contribuer doivent être accueillis sans discrimination. Comment? Les mesures que nous préconisons réclament une révision constitutionnelle, mais demeurent simples. D'abord, la simplification de la définition de l'haïtien. Revenir à la définition de 1806, la définition de Dessalines. La nationalité haïtienne s'acquiert à la naissance ou à la naturalisation. Être haïtien par la naissance, tout individu né d'un haïtien. Ça suffit. Pas un haïtien lui-même né d'un haïtien, etc. Tout individu né en Haïti d'un père ou d'une mère haïtienne. Et bien sûr, pour reprendre la question du ius soli des pupilles, tous ceux qui sont nés et qui ont toujours été reconnus comme haïtiens. Et les... Alors, deuxième mesure simple, c'est l'indifférence de la naturalisation acquise à l'étranger. Et de dire tout simplement que la qualité d'haïtien ne se perd pas par l'acquisition, par naturalisation d'une nationalité étrangère. Alors, vous allez me dire, mais on va se retrouver devant le même problème que la Constitution de 2011, enfin du moins des modifications de 2011. Que dit la Constitution? La Constitution dit la loi ne rétroagit pas. Donc c'est une restriction qui est imposée aux législateurs. Cette restriction ne s'impose pas aux constituants. Donc le constituant peut prendre une disposition rétroactive et dire que la naturalisation en pays étranger ne cause pas la perte de la nationalité haïtienne et d'ajouter, et ceci le constituant peut le faire, ce que ne peut pas faire le législateur, cette disposition s'applique aux Haïtiens ayant déjà acquis une nationalité étrangère et à leurs descendants. Ceci permettrait, par une simple phrase, d'intégrer tous nos congénères, nos cousins, nos petits-cousins et nos petits-enfants qui se trouvent à l'étranger. Et bien sûr, éviter que quelqu'un en Haïti se prévale à la fois de la nationalité haïtienne et de la nationalité étrangère en disant qu'en Haïti, on ne peut être considéré que comme haïtien. Troisième mesure, toujours pour bénéficier de ce réservoir de compétences, est de permettre dans la Constitution que tous les Haïtiens ont accès à toutes les fonctions publiques, sauf une fonction qui est elle-même symbolique, celle de président de la République, bien sûr, en disant tout simplement que pour être président de la République, il faut être haïtien de naissance et être né en Haïti. Mais les autres fonctions publiques, d'ailleurs, même dans la modification constitutionnelle de 2011, il n'est pas nécessaire d'être haïtien d'origine pour être ministre dans le 2011. Donc, nous devons pouvoir de tout le monde, qu'il s'agisse d'haïtiens nés haïtiens, d'haïtiens par naturalisation, d'haïtiens naturalisés à l'étranger, mais qui gardent leur nationalité haïtienne. Ceci ouvrira la voie également à une représentation parlementaire des Haïtiens de l'étranger,
puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils contribuent plus que la communauté internationale. Ils sont partis avant ma remarque. Ils contribuent plus que la communauté internationale, mais n'ont aucun droit dans nos affaires. Ceux qui sont les plus avares et qui assortissent leur aide de toutes sortes de conditions, bien, sont les plus insolents, je dirais, dans leur immixtion dans la conduite de nos affaires. Donc, si nous adoptons ces mesures simples dans leur formulation, mais révolutionnaires, nous aurons garanti la participation de tous au relèvement de notre nation et réussi enfin l'unité de la famille haïtienne. D'abord, je dois remercier le bâtonnier, le barreau de Port-au-Prince, de m'avoir invité ce matin à prendre la parole dans le cadre de cette série de discussions extrêmement importantes et intéressantes sur différents sujets qui ne concernent pas seulement le droit, mais qui concernent la cité. D'abord, je dois dire que je ne suis pas avocat. Tout à l'heure, on m'a annoncé comme étant maître, et je leur ai dit que je ne suis pas intéressé à faire une usurpation de titre, mais que j'ai accepté seulement pour quelques heures. Je n'ai pas une formation juridique, donc ne vous attendez pas à ce que mon exposé, mes propos, aient la rigueur du droit. Par contre, en tant que sociologue, j'ai été très tôt interpellé par la question de la nationalité, parce que, en plus de mes travaux universitaires sur la question migratoire haïtienne, j'étais à un certain moment directeur du service de l'immigration, ça fait longtemps, 79, et j'ai questionné très tôt la raison pour laquelle il y avait très peu d'étrangers à prendre ou à vouloir apprendre à acquérir la nationalité haïtienne. C'est la raison que le travail de recherche que j'ai fait, qui est disponible là ce matin, était plutôt sur la naturalisation des étrangers en Haïti. Donc, de ce fait, automatiquement, sur la question de la nationalité. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de faire peut-être un exercice peut-être que vous n'avez pas l'habitude, de faire une historique de la question de nationalité en Haïti. Et Haïti, île de la Caraïbe, découverte par Christophe Colomb en 1492. Comme si il fallait attendre le XVe siècle pour que cette île existe. Des recherches archéologiques et scientifiques ont montré que 5000 ans avant l'arrivée de Colomb, il y avait des gens qui habitaient cette île. Originaires de l'Orinoque, qui est le nord de la forêt amazonienne, sud du Venezuela, toute la côte nord-ouest de l'Amérique, ou originaires du nord, des Lucayes, actuellement l'archipel des Bahamas. Ce pays a été peuplé par des individus pendant des millénaires avant l'arrivée d'eux. Quelle était leur nationalité? C'était des Haïtiens, c'était des quoi? Tout ça nous a interpellés très tôt et on a essayé de comprendre. La nationalité, c'est quoi la nationalité? D'abord, de nationalité, on trouve le mot nation. Pour nous autres sociologues, la nation, c'est une communauté humaine installée sur un même territoire et qui possède une unité historique, linguistique et culturelle. Bon, c'est fort possible que ce que nous avons à tort appelé les Indiens possédaient certaines de ces caractéristiques. Cependant, le grand problème qui se posait, est-ce que cette communauté était-elle organisée en État? Parce que la question de la nationalité implique un lien qui unit des sujets de droit individuels ou collectifs à un ordre juridique étatique dont ils reçoivent leur statut. Ou, définition qui nous interpelle le mieux, les autres sociologues, ensemble de caractères propres à une communauté spécifique organisée en État politiquement indépendant. Donc si on doit parler de nationalité, d'abord et en premier lieu, on doit avoir un État, la définition que nous connaissons, à savoir limite connue,
limite fixe. Maintenant, comment s'acquiert la nationalité? 4 façons. D'abord par la naissance. Jus soli, jus sanguinis, par filiation, par pays ou par pavillon. Beaucoup de gens ne savent pas ça. On a eu un cas d'immigration. Une dame qui a accouché d'un enfant, alors que l'avion de la était en approche sur Port-au-Prince. Il est questionné de la nationalité de cet enfant. Cet enfant est américain. Un enfant qui naît sous pavillon étranger, à bord d'un aéronef, d'un sous-marin, d'un satellite ou d'un avion, porte-drapeau de pays, naît sous cette responsabilité. Donc, par la naissance, on peut l'être. Juste sanguinis, juste soli, par pays ou par pavillon. On obtient une nationalité aussi par naturalisation. Si c'est un majeur, il fait sa demande. Et si c'est un mineur, il faut qu'il le fasse sur la requête de ses parents. On peut avoir une nationalité aussi par bienfait de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire par bienfait de la loi? Un étranger qui rendrait un service au pays pourrait obtenir du pays une nationalité de ce pays. Dans le cas d'Haïti, il y a eu plusieurs exemples. Le dernier en date que je racontais dernièrement était le cas de M. Al-Fayed, qui est un arabe, et qui a reçu la nationalité haïtienne, ce qui avait soulevé beaucoup de controverses à l'époque, c'était sous l'époque des Duvalier. Or, je leur ai dit, mais l'État haïtien a le droit. Maintenant, la question du jugement, est-ce que ça méritait ou ne méritait pas, ça c'est autre chose. Mais l'État haïtien a le droit de récompenser un étranger en lui donnant la nationalité haïtienne. Et la dernière disposition, par annexion, incorporation ou cession de territoire. Le pays qui est le plus bel exemple de ce dernier point, ce sont les Américains. Okay? Ils ont incorporé des territoires, Porto Rico ou les îles Hawaï, et ils ont aussi obtenu des territoires par concession, par achat, dans le cas d'Alaska, et par prise dans le cas de la Californie et du Texas. Donc, en gros, cette définition nous permet d'identifier plus ou moins comment que nous autres sociologues nous comprenons le concept de la nationalité. Donc, en Haïti, on se retrouve avec un pays où, à l'arrivée de Colomb en 1492, nous avons des sujets espagnols, puisque l'Espagne de 1492 était déjà un État organisé, qui a à sa tête un roi, une reine, et les sujets qui étaient devenus ici étaient des Espagnols. Ces Espagnols ont rencontré à l'époque une population estimée à environ 1 million de sujets qui, eux, n'avaient aucune nationalité, mais vivaient paisiblement sur l'île. Arawak, Taïno, Caraïbes, sans nationalité. On connaît l'histoire, la déboire des Espagnols, leur reflux vers la partie est de l'île, l'arrivée des Anglais et finalement la colonisation qui a été la plus importante a été la colonisation française. Là encore, on se retrouve avec des citoyens français qui, par annexion, se sont emparés d'un territoire qu'ils ont défini avec une législation comme faisant partie de leur patrimoine colonial. Les Français qui étaient ici avaient gardé leur nationalité et leur citoyenneté française, et la grande masse des esclaves était considérée comme bien meuble. Des historiens ont eu tout un débat pendant un certain temps à savoir quelle était la nationalité de ces esclaves. Avaient-ils une nationalité? Possédaient-ils une nationalité? Et la référence à ceci, c'était au niveau d'un édit sorti en mars 1885, connu sous le nom du Code noir. Il y a un deuxième édit qui est sorti en 1723, moins connu, qui s'appelle l'édit de Mascareigne, et celui de 1724, l'édit de Saugoin, qui statuait quel était le statut légal de l'esclave. Et on s'est mis d'abord pour dire que l'esclave n'avait pas de nationalité, parce qu'il était tout simplement considéré comme un bien achetable, vendable, transférable, donc on ne pouvait pas considérer et donner à cet esclave-là une nationalité. Donc, comme il s'agit d'Haïti, mon grand questionnement a été depuis quand peut-on parler de nationalité en Haïti, à part les Espagnols qui étaient arrivés et les Français. Le 27 août 1793, pour la première fois sur ce territoire que nous appelons Haïti, le commissaire civil Paul Vérel signe une proclamation dans laquelle il dit « Tous les Africains et les descendants d'Africains jouissent
de tous les droits du citoyen français. 27 août 1793. Vous remarquez, de cette proclamation, il ne parle pas de nationalité. Il dit seulement que les Africains et leurs descendants jouissent des droits des citoyens français. Donc je pense que là, au niveau du juridique, il y a une grande nuance entre être français ou jouir des droits de citoyens français. Par contre, il a fallu attendre quelques jours plus tard, dans la déclaration de Sontonax du 29 août, 2 jours plus tard, 1793, qui est un explicite et qui dit « Tous les ci-devant esclaves devront se faire inscrire, eux, leurs femmes et enfants, à la municipalité du lieu de leur domicile où ils résident et recevront leur billet de citoyen français signé du commissaire civil. » Alors là, maintenant, c'est extrêmement clair. Il y a deux choses. La proclamation de Sontonax qui libère les esclaves et la confirmation par ce dernier que les esclaves et anciens esclaves sont et deviennent automatiquement citoyens français. Donc, si on veut, pour que ceci soit très clair, c'est la proclamation de Sontonax du 29 août 1793 qui donne aux Africains, qui entre autres représentaient déjà 30 ans après l'arrivée des Espagnols ici. Donc avant le début du XVIIe siècle, 80% de la population de l'île. Maintenant, il a fallu aussi attendre la Constitution de 1801, qui dans son titre 2, article 3, dit de manière très claire, il ne peut exister d'esclaves sur le territoire, la servitude y est à jamais abolie. Tous les hommes qui naissent vivent et meurent libres et français. Là encore, c'est le deuxième texte légal qui existe après celui de 1793, 1801, où, de manière explicite ou claire, on mentionne que les nègres africains et leurs descendants, nés et vivant ici, sont français. Bonaparte, comme vous savez, les différents problèmes que ça a donné. Cette constitution a été l'objet de tout, d'abord de la déportation et de l'incarcération de Toussaint Louverture et toute une série d'autres problèmes. Bonaparte, ses conseillers lui ont donné une option pour ne pas laisser à Toussaint Louverture seule l'option de garantir ce droit. Le 8 novembre 1801, Bonaparte sort une proclamation dans laquelle il dit « Le premier consul aux habitants de Saint-Domingue, quelle que soit votre origine ou votre couleur, vous remarquez c'est la première fois qu'on parle de couleur, avant on parlait de race, africain versus blanc, esclave versus libre. C'est pour la première fois dans une proclamation française, le premier consul dit, quelle que soit votre origine ou votre couleur, vous êtes tous français. Vous êtes libres et égaux devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, ça c'est une confirmation non équivoque. Certains historiens pensent que c'est une affaire de mesdames, puisque Toussaint l'avait déjà proclamé en 1801. Bonaparte a voulu, étant donné que c'est lui qui, jusqu'à preuve du contraire, était le responsable de la gestion des colonies, il a mis un poids, son poids de premier consul sur cette question. Maintenant, comme vous savez, il y a eu Leclerc qui débarque, il y a eu les différentes réunions du congrès de la CAE de 1803, la réunion du camp Gérard avant ça, et l'entente qui a eu lieu entre les différents chefs de l'armée, de ce qui est devenu l'armée indigène. On s'est mis d'accord pour avoir une hiérarchie militaire organisée qui a abouti, après la fameuse bataille de novembre 1803 à Vertières, à l'indépendance nationale. Il y a un texte que tout le monde suppose qui existe, on n'a pas encore vu,
nous autres collectionneurs, nous sommes persuadés que quelque part il existe, puisqu'on a retrouvé d'autres textes de la même période. Et aussi, à l'époque, aussi, contrairement à certaines opinions, l'histoire était une histoire écrite, pas orale. Il y a un texte qu'on connaît en Haïti sous le nom d'Acte de l'indépendance, qui ne détermine pas la qualité des ressortissants. Il ne mentionne pas que nous sommes haïtiens. Cependant, dans une proclamation qui date du 14 janvier, Dessalines dit, c'est un décret, il dit, chers citoyens, chers compatriotes. Et dans ce texte, dans ce décret, il élargit le concept de citoyenneté et de nationalité à tous les Noirs vivant aux États-Unis ou tout individu de race noire pouvant débarquer dans l'Haïti libérée. Donc, sans risque d'être démenti, on ne peut parler de nationalité haïtienne propre qu'à partir de la proclamation du 1er janvier 1804. Avant ça, nous sommes passés du stade d'esclaves, sans nationalité, bien meubles, achetables, taillables, corveillables, transférables, vendables, au stade de français, du stade de français au stade d'haïtien, avec la proclamation du 1er janvier 1804. Maintenant, à partir du 1er janvier 1804, jusqu'à nos jours, et les brillants exposés de mes prédécesseurs l'ont démontré, on a eu toute une série de positionnements sur la question de la nationalité. On a inventé des nouveaux concepts de nationalité d'origine versus non d'origine, nationalité d'accueil. Il y a toute une terminologie qui existe sur cette question. Sauf que je prenne la peine de lire quelques, en passant, sur la nationalité et comment que nous avons géré au cours des temps cette question de nationalité. Par exemple, alors, le professeur Brousse a mentionné tout à l'heure le cas de M. Laporte. Et c'est vrai, en Haïti, nous tous, quand on regarde la moyenne d'âge de la salle, nous avons été formés avec les mêmes livres d'histoire dans lesquels on répète que Dessalines parle pour un français. Il y a des preuves irréfutables que Dessalines avait certainement des Français qu'il n'aimait pas, pour les raisons qu'on peut comprendre, et d'autres avec lesquels il avait les meilleures relations. On peut citer le cas de Laporte, qui a fait une demande officielle en janvier 1804 pour se naturaliser. Mais on peut aller au-delà de ça et dire que nous avons trouvé, au cours de nos recherches, une collection importante de documents prouvant d'abord que le financement de la guerre de l'indépendance a été majoritairement fait par des étrangers, puisque Haïti ne fabriquait ni armes, ni poudre, ni munitions. Il fallait les acheter. Pour les acheter, il fallait avoir des fonds. Or, si on considère la situation de la colonie entre 1780 et 1803, qui avait ces fonds? Sinon que les commerçants et les hommes d'affaires. Qui étaient en 1790 hommes d'affaires ou commerçants ici en Haïti? Si ce n'était que des Français ou des étrangers blancs. Donc, on a réalisé aussi, et il y a beaucoup de documents historiques pour le prouver, peut-être que notre jour on fera une exposition de ces documents ici, où Dessalines écrivait à son ministre des Finances pour non seulement accorder des franchises à des étrangers français en janvier, février, mars 1804, ceci en paiement d'avance de fonds qu'ils avaient fait pour les guerres d'indépendance, mais aussi en préconisant qu'on leur accorde la nationalité haïtienne, tel que confirmé d'ailleurs dans la Constitution de 1805, le professeur Brousse en a parlé tout à l'heure. Je parle aussi des Polonais et des Allemands. Maintenant, la Constitution de 1816 dit, je prends par exemple d'autres constitutions, sont reconnus haïtiens les Blancs qui font partie de l'armée, ceux qui exercent des fonctions civiles et ceux qui étaient admis dans la République à la publication de la Constitution du 27 décembre 1806. Et nul autre à l'avenir, après la présente révision, ne pourra prétendre aux mêmes droits, ni être employé, ni jouir du droit de citoyenneté, ni acquérir des propriétés dans la République. Ça, c'est 1816. La Constitution du 14 novembre 1846 dit « sont haïtiens. Tout individu né en Haïti ou descendant d'Africains ou d'Indiens
et tous ceux nés en pays étranger d'un Haïtien ou d'une Haïtienne sont également Haïtiens, tous ceux qui jusqu'à ce jour ont été reconnus sur ce pays. Maintenant, c'est très intéressant. Quand on parle de ces Indiens, on fait référence évidemment aux descendants Arawak Taïno. Et africains, c'est tous ceux qui initialement étaient amenés ici, principalement originaires de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui est intéressant ici, cette question de 46, en plus de mettre l'accent sur cette question de race, mais il y a une nuance importante quand il dit sont haïtiens, tout individu né en Haïti, ou né en Haïti, ou descendant d'Africains ou d'Indiens, et tous ceux en pays, nés en pays étranger d'un Haïtien ou d'une Haïtienne. Il y a beaucoup de nuances dans cet article 5 de la Constitution de 1846. Maintenant, 1889, 9 octobre 1889. Qui est haïtien? Tout individu né en Haïti ou ailleurs de père haïtien. Alors le professeur Gousse avait fait un exposé intéressant en disant que nos constitutions sont en dents de scie sur la question de la nationalité. Parfois, ce sont les pères ou mères, hommes ou femmes. Parfois, on enlève le droit à la femme, on garde seulement les hommes. Donc, 1889, tout individu né en Haïti ou ailleurs, encore, on vient avec le ailleurs, de père haïtien. Tout individu né également en Haïti ou ailleurs, de mère haïtienne, non reconnue par son père. Donc, c'est le fameux mélange jus soli, jus singuli, qui persiste dans notre législation. Et, évidemment, le grand débat, c'est sur la question de 1984, sur la loi sur la nationalité. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que pendant tous nos 200 ans, on a tripoté la Constitution, on a tripoté le concept, on s'en sert, on abuse, on l'utilise pour contre, sans jamais arriver à ce que le professeur vous a ajouté pour dire qu'il y a dans ce pays un tas de gens haïtiens, d'origine ou pas, qui sont prêts à mettre leur talent à notre service et qui sont instruits par nos constitutions. Donc, je termine pour dire qu'il est important pour nous de nous entendre sur cette question de nationalité au niveau juridique pour que non seulement le pays avance, mais aussi pour qu'on soit très clair sur ce qu'on veut comme pays. Je vous remercie. La matière d'extradition, c'est une matière qu'on étudie à l'université en droit international, privé et également en droit pénal. Et en droit pénal, on l'aborde dans la partie concernant l'entraide répressive internationale. Les textes sont clairs. Et là, je veux rester en Haïti. En Haïti, nous avons une loi sur l'extradition et nous avons également signé 2 traités d'extradition, un traité avec l'Angleterre et l'autre traité avec les États-Unis. Et là, je vous réfère également à la Constitution de 1987. C'est clairement établi. Un État ne peut extrader ni ses justiciables, ni ses nationaux. Ce n'est pas seulement ses nationaux, mais également ses justiciables. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Il y a eu le cas Noriega, l'ancien président du Panama. Il y a eu ce cas. Il avait fini de purger sa peine aux États-Unis. Et après, il a été en France et il devait purger sa peine également. Et il devait subir un jugement au Panama. Mais arrivé en France, la question s'est déposée et l'État français avait déclaré, puisque Noriega est mon justiciable, je le juge d'abord, il purge sa peine et après il sera renvoyé dans son pays. Donc c'est un principe qui est clairement établi dans la Constitution, dans tous nos textes et même en doctrine. C'est à travers le monde qu'il en est ici. Donc un État ne peut pas extrader ses nationalités. Naturellement, en Haïti, nous observons depuis pratiquement 2 décennies, il y a eu ces cas où on vient en Haïti, je ne sais pas, il n'y a pas de concept juridique permettant de le qualifier. Au mano militari, on se saisit de citoyens haïtiens et on va les juger à l'étranger. Mais remarquez bien, cela ne possède aucune convention publiée, connue, et c'est pour cette raison que je dis qu'il s'agit ni plus ni moins
que d'une déportation déguisée. Concernant d'abord, alors préciser sur les textes, c'est l'article 41 de la Constitution haïtienne actuellement en vigueur qui dit très clairement qu'aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire. Donc, à contrario, quelqu'un qui jouirait d'une autre nationalité peut être extradé. Maintenant, on a fait référence en effet à des traités d'extradition. Je prends, puisque la question intéresse particulièrement les États-Unis, le traité d'extradition qui a été conclu avec Haïti. Il fut un temps où les affaires étrangères éditaient le recueil des traités. Je trouve que par héritage, j'en ai quelques-uns à la maison. Et il y a le traité d'extradition qui date du début du XXe siècle, 1903, 1905, je pense, entre Haïti et les États-Unis, et où il est très clairement dit, dans ce texte expressément dit, aucun des États partis ne peut extrader vers l'autre un de ses propres nationaux. Très clair. Il est vrai que dans certains États, je prends le cas du Mexique, ils ont pu avoir, soit dans leur constitution et dans leurs relations internationales, des dispositions permettant d'extrader certaines personnes. C'est le cas de El Chapo Guzman, etc. Et il en est de même pour la Colombie. Mais il faut voir les traités particuliers existants, bilatéraux, existants entre ces États, l'État requérant et l'État requis. Donc ça, il faut bien le retenir. Mais pour ce qui concerne Haïti, puisque c'est dans la Constitution, nous ne pouvons aujourd'hui signer ni ratifier aucun traité qui permet à la République d'Haïti d'extrader un de ses nationaux. Ceci est clair. On fait référence justement à cette pratique. Il existe en effet un traité qui a été signé, ratifié avec la République des États-Unis, mais qui concerne le droit de suite. En droit international public, le droit de suite, c'est le droit de poursuite. C'est-à-dire une poursuite qui a commencé dans les eaux internationales. Normalement, le fugitif rentre dans le territoire national, c'est-à-dire l'espace aérien ou les eaux nationales. Le navire ou l'avion qui intercepte pourrait dire bon, nous entrons, nous demandons la permission. Mais entre-temps, cet individu pourrait déjà s'esquiver. Donc, il existe des États où, lorsque la poursuite a commencé en haute mer ou a commencé dans un espace international, on permet que cette poursuite continue jusqu'à l'appréhension du délinquant. C'est cette disposition qui existe avec les États-Unis. Mais lorsque quelqu'un est installé en Haïti et poursuit des activités bien sûr délictueuses, mais on ne peut pas invoquer ce droit de poursuite en haute mer parce que ce n'est pas quelqu'un qui nageait et qui tout simplement est rentré en Haïti. Donc ceci est un abus de cette. On dit toujours qu'il y a un traité d'extradition et ce n'est pas vrai. Donc alors là, le moyen quelquefois a été pour certains d'entre eux de dire ils ont l'autre bobine, tout se passe qu'ils ont ici. Donc ils préfèrent aller se faire juger là-bas. Mais très souvent, il s'agit tout simplement d'un kidnapping. Sur la question du kidnapping, du délinquant ne se pose pas. C'est la jurisprudence Eichmann pour Israël qui a kidnappé, proprement dit, Eichmann en Colombie, non pas en Bolivie, en Argentine. C'est le cas de Klaus Barbie pour la France, qui a effectivement été kidnappé lui-même en Bolivie. Donc, pour certains crimes, c'est le cas de Noriega. Noriega était considéré comme un prisonnier de guerre. Donc, lorsque l'État veut juger, eh bien, les juges sont moins regardants sur les conditions dans lesquelles le prévenu a été amené par devant leurs tribunaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas des situations qui auraient dû arriver, puisque ce sont des dérives par rapport à la loi. Maintenant, puisque c'est arrivé, ce qui doit être préconisé, c'est le respect des règles. C'est que l'État haïtien respecte ses propres lois. L'État doit respecter la Constitution, les conventions qu'il a signées et également les lois internes. Parce que ce ne sont pas des situations en aucune manière qui auraient dû arriver.
la nationalité haïtienne, intégration ou exclusion. Alors, étant donné que nous sommes dans un cas particulier, à savoir la nationalité haïtienne, on a parlé d'intégration ou exclusion. Mais dans le cadre du sujet, il est vrai que beaucoup de points ont été abordés, mais moi-même, je n'ai pas pu relever une certaine clarté au niveau du sujet abordé, à savoir intégration ou exclusion. Alors, ma question va s'adresser à Maître Bernard, Maître Gousse, qui a abordé la question qui avait commencé par montrer cette exclusivité et l'intégrationnisme qui existe en la matière. Alors, j'aimerais bien, Maître Gousse, et avoir une position qui soit beaucoup plus claire, à savoir l'intégration ou exclusion dans le cadre de la nationalité haïtienne. On est haïtien à partir du jour de sa naissance. Donc, et la Constitution prévoit pour être haïtien d'origine, on peut arriver jusqu'à la 3e génération qu'on est haïtien d'origine. De père, de mère qui sont nés, comme a dit tout à l'heure Bernard. Donc, quelqu'un qui est né avant la Constitution de 27, avant d'entrer en vigueur la Constitution de 27, c'est-à-dire que le 28 avril, est né avant, on ne peut pas faire rétroagir ce fameux article concernant la nationalité d'origine. Moi, je suis haïtien d'origine à partir de la 2e génération. Je ne suis pas haïtien d'origine à partir... Donc, c'est ce qui est après la Constitution de 27, maintenant. Donc, on peut faire jouer, on peut appliquer l'article 11 de la Constitution de 87. Parce qu'à ce moment-là, on est haïtien d'origine à partir de la 3e génération. Pour ceux qui sont nés avant, ils sont haïtiens d'origine à partir de la 2e génération, de père ou de mère haïtienne. Point barre. Donc, malheureusement, quand on voit qu'on a commis l'erreur, des fois on demande le passeport de grand-père, de grand-mère. Non! C'est pour ceux-là qui sont nés après. Pour ceux-là qui sont nés avant, on ne peut pas appliquer l'article 11, puisqu'on ne peut pas faire rétroagir la Constitution, parce qu'on est un haïtien d'origine du jour de sa naissance. Il faut voir les lois, les textes qui sont en vigueur. La Constitution en vigueur et les lois qui sont en vigueur à partir du jour où la personne est née. Et il faut clôturer toute chose à une fin. Je pense que le sujet était intéressant. Et je félicite les panélistes, tous les panélistes ici présents, et je leur remercie du temps consacré pour cette conférence. Et tout d'abord, je remercie tous les participants ici. Et je remercie tous les participants, les avocats stagiaires, tout le monde en général. Et je remercie aussi il y a le recteur de l'université de Port-au-Prince, M. Doxeli, qui est présent parmi nous. Je pense que c'est un thème qui l'intéresse. Et le barreau vous remercie infiniment. Et est-ce qu'il est nécessaire de remercier le bâtonnier Gervais Charles, mais quand même, il est présent, on le remercie de sa participation. Je pense que ce sujet l'intéresse et nous remercions également tous ceux, il y a M. Exumé qui était là, tous ceux qui sont présents ici, on les remercie. Et je pense que nous allons mettre un terme à la série de conférences pour cette année. Et on va reprendre à partir d'octobre, fin octobre, début novembre. Et on aura à sortir notre première revue, la Vasoche. Nous avons déjà 4 des textes disponibles. Il y a une première parution concernant les mères porteuses et la question de la Constitution. La Constitution vous attend en octobre et le Conseil de l'Ordre et vous invite déjà au colloque qui sera organisé sur le droit des affaires, l'investissement étranger et le système bancaire. Encore une fois, merci et joyeuses vacances, bonnes vacances. Merci beaucoup.